Donc voilà, donc je remercie Thibaut de m'avoir invité. Donc je représente, on va dire, les scientifiques, mais je me représente aussi en mon nom. Vous savez peut-être que certains chercheurs gouvernementaux sont bâillonnés et ce sont des gens avec qui on travaille aussi beaucoup à l'Institut Maurice-Lamontagne. Et donc, la raison pour laquelle je suis ici, puis qu'on a fait la recherche que je vais un peu vous présenter ici, c'est aussi en réponse à ce constat que nos chercheurs qui travaillent dans les départements fédéraux n'ont pas la liberté que nous, académiciens ou des universités, ont fondamentalement. Donc, aujourd'hui, je parle en mon nom, je ne représente que moi-même, et voilà. Ici. Et la raison pour laquelle je suis océanographe, un scientifique, c'est censé être objectif, mais bien sûr, les fondements pour lesquels j'aime la physique, c'est parce que c'est beau et ça m'interpelle spécifiquement. Et donc, je voulais commencer par un peu prendre du recul et vous montrer un peu notre écosystème, là où on vit. Donc, d'abord la Terre, et donc vous reconnaissez bien sûr le Saint-Laurent, le Québec ici. Et donc, vous voyez la couleur de l'eau est très indicative de ce qui y vit, donc de ce qu'il y a dans l'eau. Et on voit très clairement que cette couleur-là n'est pas la même partout sur la planète, dans les océans. Il faut toujours se souvenir aussi que notre planète est couverte à 70% d'eau et que les océans sont une mince flaque d'eau de 4 km d'épais au maximum par rapport à 6000 km de rayon terrestre. Donc c'est très mince mais extrêmement chaotique, extrêmement beau. Et ici on a donc le Saint-Laurent, comme partout, comme bien d'autres écosystèmes côtiers, une riche productivité primaire. Donc ce sont des microalgues marines qui sont en fait des forêts amazoniennes dans la mer. Et ici, vous avez par exemple dans la mer des Sargasses, ce sont des déserts où il y a très très peu de productivité. Donc, s'il y a des plantes, ben, il y a tout le reste qui va avec, tout l'écosystème. Et évidemment, les belugas et l'homme sont au sommet de cette grande chaîne. Donc ici, j'avais des animations qui ne fonctionnent pas directement, donc je vais sortir ici. Et je voulais juste en profiter parce qu'en océanographie, il faut voir des fois pour comprendre. Et donc ça, c'est une animation qui a été faite par la NASA pour illustrer la circulation océanique telle qu'on la comprend maintenant. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'océanographie ou vu des manuels. On est loin des petites flèches statiques qui nous montrent le Gulf Stream. Vous avez ici le Gulf Stream, la Floride, et le Gulf Stream en haut. Le Gulf Stream, oui, ça ressemble à un courant très continu, mais rapidement devient un ensemble de tourbillons, de méandres instables qui cheminent vers l'Atlantique Nord et l'Arctique. Il y a dans l'océan ces cyclones, donc le parent des cyclones atmosphériques à beaucoup plus petite échelle, qui survivent des mois et des mois dans l'océan. Et ce genre d'animation nous fait aussi réaliser que l'océan, il n'y en a qu'un, parce que les océans ou les mers sont tous connectés. On parle souvent, en fait, dans le milieu de l'océan global, et même si on étudie une petite section de l'océan, le Golfe, l'Arctique, la Méditerranée, il faut toujours prendre en compte aussi cette dimension connectée des océans, de l'océan. Il y aurait beaucoup de choses intéressantes à raconter à propos de cette image-là. Si vous avez des questions, après, on peut en discuter. Je vais arrêter ça. Désolé. OK, donc revenons à notre Golfe Saint-Laurent. Je vous ai dit que les courants ne sont pas des flèches, mais là, je vais en mettre des flèches. Il faut schématiser, il faut synthétiser. Donc, le Saint-Laurent, évidemment, est très, très influencé par un apport d'eau douce gigantesque venant des Grands Lacs et des bassins versants adjacents. Et cette eau-là, c'est de l'eau douce, c'est de l'eau peu salée qui, en principe, reste près de la surface et s'écoule vers l'Atlantique
qui va sortir par les voies de Cabo. Donc on est entouré par ce grand courant, le Gulf Stream, qui prend sa source dans la mer des Sargasses et qui s'écoule tranquillement vers l'Atlantique Nord, et un courant descendant, le courant du Labrador ici, qui amène des eaux plus froides et un peu moins salées. Ces deux eaux-là vont se mélanger ici dans cette région, en méandrant et en échangeant des propriétés. Et on a établi avec des observations qu'il y a à peu près, ce qui entre dans le Golfe, c'est à peu près un mélange de 50% de ces deux masses d'eau actuellement. Donc c'est un ratio qui varie dans le temps avec les décennies, mais maintenant on a 50% à peu près d'origine des deux masses d'eau qui entrent dans le Golfe du Saint-Laurent par le chenal laurentien et qui, tel un estuaire, remontent donc jusqu'à la tête du chenal. Et tout le monde sait où est la tête du chenal. Donc, ici, si on fait une coupe transversale le long de ce courant extrêmement simplifié, hein, je vous le dis, donc on a à peu près ce champ de salinité. Donc les eaux de surface qui sont des eaux douces, les eaux océaniques qui sont beaucoup plus salées, beaucoup plus denses. Donc à droite, il y a le détroit de Cabo, et ici on a Cacouna et Rimouski qui est dans la portion profonde. Donc on a évidemment ce mélange à partir des eaux fraîches en surface vers des eaux plus salines en profondeur. Et on peut assumer que les eaux de surface se déplacent environ 1 km à l'heure vers le détroit de Cabo, mais que les eaux qui entrent remontent très lentement, donc ça prend à peu près 2 à 3 ans pour atteindre la tête du chenal laurentien. Et donc ici, elle frappe un mur, et avec le va-et-vient des marées remonte et se mélange avec les eaux de surface. Et c'est une des raisons pour laquelle il y a prolifération de la vie à partir des plantes jusqu'aux animaux des chaînes des niveaux trophiques supérieurs. Et voilà, et donc c'est là que bien le risque associé à toute perturbation devient grand parce qu'il y a des conséquences associées à ces perturbations. Et ici, ça nous permet, quand on a ça en tête, ça nous permet aussi de comprendre que, par exemple, des projets comme Old Harry, dont on ne parle pas ici, peuvent avoir des répercussions s'il y a, par exemple, un déversement en profondeur, comme Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique. Tranquillement, ces polluants ou ces zones-là ces eaux polluées vont tranquillement remonter jusqu'à la tête du chenal. Donc, les océans sont connectés. Évidemment, d'avoir des bateaux en face de chez nous, il y a des impacts très locaux associés à eux, mais d'avoir aussi de l'exploitation pétrolière ailleurs ou un réchauffement global apporté par toutes sortes de causes anthropiques, évidemment, ont des conséquences aussi chez nous. Sachez que les eaux ici qui entrent dans le détroit de Cabo sont petit à petit désoxygénées par la consommation bactérienne et jusqu'à ce qu'ils arrivent ici avec une saturation en oxygène, une concentration en oxygène qui est insuffisante pour la survie de certaines espèces. Donc, on a des eaux hypoxiques en profondeur. Donc, je vous rappelle, ici, c'est la circulation moyenne dans le Saint-Laurent. Donc là, c'est un peu plus compliqué que les flèches que je vous ai montrées, mais ça ne reste encore qu'une moyenne. Maintenant, je ne vais pas faire tout l'historique. Combien d'entre vous ont vu l'émission Découverte dimanche dernier? OK. Beaucoup ne l'ont pas vu. Donc, on y parlait d'une étude qu'on a faite, motivée en fin de compte par des citoyens comme vous qui ont, de fil en aiguille, connaissaient des chercheurs, des étudiants au doctorat, puis qui nous ont motivés à s'intéresser à la question de Old Harry et des rapports qui ont été déposés comme études d'impact. Et donc, on a lu ces rapports et on a identifié un certain nombre de lacunes, un peu comme nos collègues aussi gouvernementaux d'Environnement Canada et de Pêche et Océan l'ont fait également. Eux, ils ont un peu fait valoir leurs critiques par le biais de rapports formatés par Pêche et Océan, remis à l'Office extraportier. Nous, on l'a fait par le biais d'une étude indépendante, donc qui a été publiée dans une revue qui est libre d'accès, une revue basée en Angleterre, une revue internationale, et
cette revue, comme la plupart des journaux scientifiques, est révisée par les pairs. Donc, on soumet notre texte, notre recherche, et ensuite, c'est évalué par des experts dans le domaine. On reçoit des révisions, on fait des articles, donc il y a un aller-retour. Et si la science ne respecte pas les critères d'objectivité, de méthodologie, de transparence et tout, ben, elle peut être rejetée. Donc, un peu un parallèle entre le processus, on va dire, de publication d'ouvrages scientifiques versus le processus de dépôt d'une étude environnementale par un tiers intéressé. Et je souligne un dernier aspect de cette étude qui a été faite par 3 océanographes et aussi une politologue, donc, ce qui est un peu une façon peu commune de faire de la science multidisciplinaire, donc en impliquant des gens de différentes disciplines. Donc cette étude, en fait, visait à justement répondre à certaines lacunes du rapport de Corridor Resources. Et en fait, l'endroit où je voudrais mettre l'emphase ici, c'est sur la circulation océanique. Donc on a vu justement, je vous ramène avec ces flèches qu'on voit dans les manuels, c'est faux, c'est souvent très simplificateur par rapport à la réalité, mais c'est souvent une image qui nous reste très ancrée dans la tête, comme quoi on sait qu'il y a des courants et donc on sait que c'est à peu près prédictif. Oui, ça peut varier, mais on connaît où les choses vont aller dans l'océan. Ici, cette image vous montre les courants à un moment donné, donc une carte fournie par un modèle, et en blanc, je ne sais pas si vous voyez les petits points ici, ce sont des flèches, oups, pardon, je reviens en arrière, ce sont des flèches aussi qui représentent le courant moyen. Donc si je fais la somme d'une flèche comme ça, puis une flèche comme ça me donne 0. Donc le déplacement instantané d'un objet dans la mer va être beaucoup plus grand que si je considère le courant moyen. Donc c'est ce que l'étude n'a pas fait, l'étude de Corridor Resources, et c'est ce que nous on a fait. Et ça montre aussi que fondamentalement, la dérive en surface est très difficile à prévoir. Donc, vous pouvez me poser des questions après concernant l'étude si vous en voulez. Je vous montre ici un petit vidéo, je pense qu'il ne marche pas, je vais être obligé de le sortir, qui montre en gros le résultat de plusieurs simulations. Donc, ce que vous allez voir, ce sont plusieurs déversements en vert, des déversements de 1 jour, suivis pendant 30 jours ensuite. Et ces déversements-là, ce n'est pas du pétrole, c'est juste comme si on colorait l'eau. On met du colorant dans l'eau, puis on regarde où l'eau passant par Old Harry va. Et il y a un petit savoir éditorial ici aussi. C'est le titre de la chanson. Ok, je le disais tout à l'heure, je me souviens plus. C'est mon collègue Daniel Bourbeau, qui est le premier auteur de l'étude, qui a travaillé à Terre-Neuve, donc était
très sensible à la perception de ce projet-là. En fait, ça a été écrit en 83 quand Terre-Neuve était à l'aube de l'exploration pétrolière aussi. Donc, évidemment, ce n'est pas ce vidéo-là qui a été publié, c'est plutôt des cartes comme celle-ci où on fait un sommaire de la zone d'influence de Old Harry. Bon, ça, on l'a fait, évidemment, on l'a fait à Old Harry, c'est clairement motivé par le projet Old Harry et les craintes sociales et tout qui seraient associées à un déversement. Donc, ce n'est pas de la science nouvelle, très originale. Par contre, ça a un impact énorme, et ça, on s'en est rendu compte un peu en le faisant. Et donc, je vais... de l'autre côté. Donc ensuite, lorsque cet article-là a été publié, on a eu beaucoup d'appels, et puis notamment des gens de découverte qui ont voulu faire une entrevue, et ils nous ont dit, ben, nous, on va à Old Harry, on a loin de Crabier, donc on leur a dit, pourriez-vous déployer des bouées à l'eau pour qu'on puisse au moins asseoir nos simulations sur quelques données, ne serait-ce que pour vérifier. Donc, c'est ce qui a été fait donc, le 29 janvier dernier. Donc, Découverte avec leur Crabier s'est rendu à Old Harry, ont déployé nos bouées, et on a ici la trace de 3 de ces bouées-là. Il y a 2 choses, moi, qui m'ont marqué. La première, c'est la vitesse à laquelle on a parcouru une telle distance qui était supérieure à ce que nos simulations donnaient. Et la seconde, il y en a-tu qui... Pardon? Ça remonte toutes à la même place. Donc, ils ont parcouru 380 km complètement libres les unes des autres. Ils ne sont pas attachés. Et elles sont arrivées à moins de, je pense, 3 à 4 km les unes des autres dans la communauté de Port Sanders. Donc, on spécule à ce stade-ci, c'est l'hypothèse effectivement, on ne peut pas vérifier, mais ça suggère qu'une tache de pétrole serait restée assez compacte sur tout ce trajet, donc ne se serait pas complètement diluée. Et ça a pris 12 jours, et en discutant avec mon collègue Émilien Pelletier, qui lui est éco-toxicologue, me disait en 12 jours, le pétrole est encore très très frais, il n'a pas eu le temps d'être dégradé, spécialement si on est dans un environnement froid. Ce qui n'était pas le cas au golfe du Mexique. Et donc, récemment, en fait, la semaine dernière, un des navires de la garde côtière et de pêche océan s'est rendu à Old Harry pour déployer des mouillages océanographiques. Donc, on a enclenché avec tout ça un programme de monitorage et d'études multidisciplinaires de la zone. Et on en a profité pour déployer 3 autres bouées qui cette fois-ci, ont dérivé vers les îles de la Madeleine. Elles ont été récupérées par quelqu'un dimanche dernier. Et donc, ça me permet en même temps, c'est un volet que moi j'ai découvert en faisant ça, c'est le contact avec les citoyens qui nous racontent, qui nous posent des questions, puis qui sont intéressés par ça, intéressés par la science, puis qu'est-ce qu'on fait avec. Donc, je reviens tranquillement, puis là, je sais que je prends un peu plus que mon temps, en tout cas. M'arrêter, c'est pas intéressant. Ça, c'est donc la région de Cacouna qui nous intéresse. Vous connaissez cette image-là? Oui, hein, on fait de la voile. Donc, c'est issu de la classe des courants de marée. J'avais une animation, mais ce n'est pas nécessaire, si vous le connaissez. Donc, c'est, on va dire, une prédiction. Vous prenez une table, et puis vous savez à quelle heure par rapport à la marée vous allez, et c'est une estimation des courants de surface qu'on y retrouve. Alors là, dans ce scénario-ci, les courants sont prédictibles. Vous y allez, vous savez quels sont les courants. En effet, mais il faut savoir aussi qu'il ne faut pas se fier complètement à ça, il faut prendre en compte le vent notamment. Mais vous avez aussi remarqué que la classe des courants s'arrête pas très loin des Escoumins, je crois, le plus à l'est. Et la raison pour laquelle il n'y a pas d'atlas après, c'est que les courants sont beaucoup moins prévisibles. Et la marée n'a qu'une emprise partielle sur ces courants-là. N'explique que partiellement les courants. Ces courants, vous les retrouvez aussi sur l'Observatoire global du Saint-Laurent. Combien d'entre vous connaissez ce site web? 2, c'est bien. Donc, c'est un outil de diffusion de données, de plein de données environnementales, notamment des courants et des prévisions de courants. Donc, ça a été fait, la classe des courants, par un modèle océanographique qu'on continue de développer à l'ISMER. Et donc, par la suite des études qu'on a fait à Old Harry, naturellement, on a commencé à s'intéresser de manière préliminaire
à ce qui pourrait se passer donc à Cacouna, advenant un déversement à l'endroit du port pétrolier. Cacouna ici. Et voici quelques simulations. Donc, on a juste quelques trajectoires, mais on a fait plusieurs lancements de bouées à une certaine phase de la marée. Donc, quand la marée était haute au moment du relâchement. Et là, évidemment, on a fait aussi plusieurs relâchements à différentes époques de la marée. Et vous voyez, par exemple, qu'au départ, les bouées vont vers l'ouest avant de se diriger vers l'est. Dans certains scénarios, on rentre dans les marais de l'île verte. Les îles du Bic sont touchées, donc on reste du côté sud principalement. Et on a fait la même chose aussi, on a déployé 3 bouées. Et donc ça, c'est la trajectoire qu'ils ont faite au bout de 3 jours. Distance moyenne après 24 heures, 30 km les unes des autres. Donc là, le pétrole s'en va s'étire et ne reste pas consolidé nécessairement. Si évidemment on considère que ça, c'est le comportement d'une nappe de pétrole. Autre chose qu'on remarque, donc les bouées ont été déployées ici à haut temps zéro, et dans la portion estuarienne, on a des courants jusqu'à 2,5 mètres par seconde. Et vous imaginez que très rapidement, le pétrole s'en va de la zone d'intervention, et donc il faut imaginer que si on a des outils ou des ressources d'intervention, elles vont être basées probablement au port, et il va falloir qu'elles soient rapides, donc il y a une intervention extrêmement rapide pour récupérer ce pétrole-là. Et ça, c'est le pétrole qui est en mer. Le pétrole sur les berges, c'est une autre question. Je discutais avec mon ami Martin du bourbier juridictionnel qu'il existe, juste quand on parle de réponse environnementale. En tout cas, nous, on a posé quelques questions et c'est extrêmement difficile de savoir qui est responsable de quelle portion d'intervention et quelle est la capacité d'intervenir en cas de déversement. J'achève. Je l'ai juste mentionné, donc on n'a pas encore fait d'études comme telle sur ce dernier volet, mais ici je vous montre une dernière animation qui montre en fait la salinité de surface de l'estuaire. La carte n'est pas très géographiquement très belle, mais en tout cas on reconnaît, donc vous reconnaissez Cacouna. Donc ici on a la salinité de surface qui part de zéro, l'eau très douce, coule du fleuve, et l'eau à 30, qui est encore en deçà de l'eau océanique, qui est typiquement à 35 PSU, unité de salinité. Et donc, Cacouna est en plein dans une zone de transition estuarienne. Et on a des salinités de surface entre 15 et 25 à peu près. Et l'une des problématiques qui apparaîtrait, advenant le chargement de pétrolier au port de Cacouna, c'est le déversement d'eau de ballast. Donc, un navire doit avoir une certaine masse et donc arrive vide de pétrole, mais plein d'eau de ballast, environ 60 000 tonnes d'eau, 60 000 mètres cubes. Et au fur et à mesure qu'on charge, on doit déverser ces eaux de ballast-là qui ont une salinité de 35 PSU, qui sont beaucoup plus lourdes. Donc, ces eaux-là coulent. Comment elles coulent? Ça reste à voir, c'est pas si compliqué que ça, c'est pas si simple que ça. Et quelles vont être leur étendue et leur impact, mais pour le savoir, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'eau. Et il n'y a aucune réglementation qui peut nous assurer de connaître ce qu'il y a dans cette eau-là. Pour l'instant, la réglementation ne concerne que les endroits où on renouvelle ces eaux de ballast-là. On sait que c'est dans les portions océaniques, salinité 35, mais on ne sait pas dans quel type d'eau, quelles sont les espèces microbiennes ou mollusques ou autres qui pourraient rentrer dans ces ballasts. Donc, ça met fin à ma présentation qui est vraiment un survol très physique, on va dire. Je n'ai pas de conclusion pour vous en termes de résultats. Par contre, des messages. Donc, les trajectoires sont extrêmement difficiles à prévoir. Et pour ça, il nous faut donc des systèmes d'observation et de modélisation qui sont robustes. Et le Canada est le seul pays du G8 à ne pas avoir de tels systèmes sur tous ces océans. Le golfe du Saint-Laurent est un excellent exemple, un bel exemple en fait, où ça a été développé. Ce n'est pas le cas pour toutes ces eaux. Donc beaucoup de conséquences ne sont pas connues, notamment les eaux de ballast. Et si on se souvient, moi c'est quelque chose qui m'a un peu marqué, si on considère que le risque associé à un événement
dépend évidemment de l'emportée, de l'amplitude de ces conséquences, fois la fréquence ou la probabilité d'occurrence. S'il survient souvent, mais qu'il y a des faibles conséquences, on peut mettre un risque 2. Et si, par exemple, Deepwater Horizon, c'est un événement rare, mais avec des conséquences énormes, mais il peut avoir un risque 10 ou 100. Mais pour évaluer le risque, il faut connaître les conséquences, les impacts, et il faut connaître la fréquence ou la probabilité. Et donc, pour beaucoup de choses, on ne connaît ni un ni l'autre, ou un des deux. Et donc, les messages, puis ce que je tire de notre expérience en tant que chercheur, c'est qu'en fait, on a besoin de transparence, on a besoin de voir, de comprendre, de se faire expliquer. On a besoin que les informations qu'on nous donne soient vérifiables. Et on a besoin de les communiquer. Évidemment, je militerai toujours en faveur d'une éducation libre et universelle. Et je pense que l'engagement citoyen que vous démontrez fait partie d'un processus d'éducation qui est fondamental. Les universités, bien sûr, peuvent y contribuer. En fait, tout le monde doit y contribuer. Et c'est, je pense, le pilier principal sur lequel une approche, on va dire, intelligente et civilisée doit s'élaborer. Et pas que la question des hydrocarbures, mais toute question d'importance sociétale majeure. Et j'ai passé 2 ans en Norvège et j'ai eu à lire, par exemple, des documents traitant de l'exploitation du pétrole là-bas. Notamment, la première phrase, en fait, un rapport remis au Parlement norvégien par le ministère du pétrole. Et ça, c'était la première phrase de leur rapport. Norway's petroleum resources belong to the Norwegian people, and they must be managed in a way that benefits the entire Norwegian society. Voilà. Je vais arrêter là-dessus.